Bienvenue, madame, mademoiselle, monsieur, aux vidéos Randia du samedi soir. L'heure a sonné. À 21h tous les samedis soirs, comme à l'habitude, voici le vidéo Randia. Les chronomètres sont en marche. Ils sont aussi nos chronomètres. Nous étions en première samedi le 13 janvier 2024 pour le vidéo Randia numéro 2. Action. Conception, animation et montage Richard Glenn, l'ésotériste du Nouveau Monde qui vous parle, en entretien avec Yannick. Et nous aurons des extraits de conférences de Bernard de Montréal en rapport avec le thème « Le temps ». Qu'est-ce que le supramental? C'est la conférence donnée par Bernard de Montréal, numéro 1. Ne manquez pas de lire les compléments surprenants de Gilles Surprenant dans le forum Orandia. Musique Daniel Morancy et Colin Chabot. Soutien technique Emmanuel, Stéphane, Jeannot et Donald. Recherchiste Louis Ferland. À la régie Spirale. Et le concepteur du site du club créé, M. François Deschamps, webmaître. Et les compléments surprenants que Gilles Surprenant ajoute toutes les nuits après la diffusion du en première à l'adresse orandia.com. À ne pas manquer. Voici Bernard de Montréal d'abord. Tout écoute. Si il devient nécessaire que je rencontre telle personne ou telle personne, je vous ai rencontré, on se rencontre. Tout, c'est un. Mais il y a le temps. Moi, je travaille avec le temps. Le temps dans le cosmos, c'est une réorganisation aussi instantanée de la matière supramentale à travers les différentes vibrations lumineuses. C'est pour ça que dans la science extraterrestre, on se sert du temps pour voyager. On se sert de l'énergie de la lumière à l'intérieur du temps pour créer les formes nécessaires au déplacement, et on se sert de l'espace pour matérialiser la forme. On se sert de l'espace pour limiter. Mais oui. Le temps est arrêté. C'est un chronomètre qui sert aux compétitions d'échecs pour donner aux joueurs un temps égal pour réfléchir et jouer leur coup et obtenir la victoire ou alors la défaite par manque de temps. Bonne émission. Bienvenue, mon cher. T'es pour la première fois ésotérisme expérimental alors que tu nous suis depuis de nombreuses années, paraît-il. Ouais, ben moi, dans le fond, j'ai commencé avec les conférences de Bernard de Montréal, puis j'ai vu le petit vidéo, l'extrait de votre conférence avec Daniel Kemp qu'il y a en personne, qui est d'ailleurs le seul truc où on voit sa face en direct sur les internets. Ah, tu veux dire de Daniel Kemp? Ouais. Ah ben là, je te promets que dans l'émission avec laquelle on parle aujourd'hui, on va en parler de Daniel Kemp, tu viens d'en dire non. Je vais en montrer un petit passage, un petit court extrait pour les gens qui ne le connaîtraient pas. Autrement dit, tu connais mieux Daniel Kemp que Bernard de Montréal. Ben, puis aujourd'hui, je te dirais que je trouve que les deux sont complémentaires dans un certain sens parce que leur rôle était, leur fonction ou leur enseignement était complètement différent. Puis j'ai eu besoin d'aller chercher un peu plus de Bernard à un certain moment. J'ai été après ça beaucoup dans Kemp parce que c'était très pédagogique. Fait que pour avoir des notions de base en ésotérisme, je trouve que ça a été vraiment très 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 pertinent. Pour après ça, plus récemment, tomber sur des extraits, sur des conférences de Bernard qui sont plus privées où il va un petit peu plus loin. Puis je trouve que ça correspond bien les deux. Fait que, en ce moment, je te dirais que j'écoute de temps en temps un, de temps en temps l'autre, là. Et t'écoutes ta voix intérieure à toi personnelle. Ben oui. Parce que j'utilise surtout ça pour confirmer des trucs que je vois déjà ou que je perçois pour mettre des mots ou pour aller plus en profondeur. Mais je me base avant tout sur ce que je vis, sur mon expérience, sur qu'est-ce que je reçois comme information quand que je lis, quand que je fais face à ce matériel-là. Puis n'importe quel autre matériel d'ailleurs, parce que j'ai beaucoup été, pour pas tomber justement dans un genre de fanatisme, j'ai été puisé dans beaucoup de sphères, que ce soit la théosophie, que ce soit Krishnamurti, que ce soit les différents mouvements que, tu sais, j'ai lu la Bible presque en entier, j'ai lu un bout du Coran, j'ai lu
je me suis instruit pas pour chercher des réponses nécessairement, mais pour décoder parce que c'est un plaisir que j'ai tout le temps eu, disons. OK. Ah ben, OK, bravo. Moi, je t'ai connu par l'intermédiaire de André Landreville et aussi Jason Jourjon. Je les connais les deux. Oui, André, dans le fond, moi, en 2020, j'avais commencé à faire des vidéos parce que ça m'avait été suggéré parce que j'avais beaucoup de choses à dire à l'époque. Puis aujourd'hui encore plus probablement, mais j'ai comme un certain je me retiens un peu plus qu'avant. Tu sais, avant, ça coulait beaucoup, mais finalement, quand j'ai fait mon premier vidéo, André Landreville a été mis en contact avec mon matériel, puis rapidement, on s'est rencontrés, j'ai rencontré un peu son monde, je suis allé chez elle, j'ai vu l'ambiance, elle m'a expliqué des choses que j'étais pas prête à entendre, j'ai eu des difficultés au début à bien saisir tout ce qu'elle exprimait. Puis depuis 1 an ou 2, ben elle m'a introduit à Jason, puis une autre personne aussi qui s'appelle Alexandre qui m'a introduit à Jason. Puis Jason, c'est un ami avec qui on parle de tout et de rien, pas juste de supramental ou d'ésotérisme. C'est un ami avec qui on joue aux échecs. Tu me donnes 2 secondes? Oh, j'aime ça entendre ça. Quelqu'un qui joue aux échecs, vous savez, c'est un jeu proprement occidental qui est j'adore ça. contre l'ennemi. Il faut abattre le roi. Alors que le même niveau de jeu, ça s'appelle le Go en Orient. Et là, au lieu de tuer, d'éliminer l'ennemi, c'est de le faire sien, de dompter. On rentre dans l'année du tigre, du dragon bientôt pour les orientaux, les Chinois. Ben, en fait, eux autres essaient pas de tuer le dragon. Ils essaient de dompter le dragon. Voyez-vous la différence de mentalité? Nous autres, ici, c'est tout ce qui est différent qu'on veut pas, puis qu'on a peur, on l'élimine. Il faut l'éliminer au lieu de l'apprivoiser ou de s'apprivoiser à. Ben bon, de retour. Ça n'a pas été trop long. On a entendu ton petit dragon en 4 pattes, là. Oui, c'est ça. Écoute, OK. Toi, tu m'as suggéré l'image qui est derrière moi, mais qui est devant tout le monde. C'est cette image qui est l'image de cette semaine, Vidéolandia numéro 2 de 2024, pour la deuxième semaine de l'année 2024 complète. Et j'ai placé, moi, le sablier en plein milieu, parce que tu m'as dit, on va parler du temps. Et quand je t'ai dit, moi, je pense que l'exemple idéal du temps, c'est le sablier. Et tu m'as immédiatement dit, ben, il faudrait mettre aussi une image de dune. Ah oui. Je sais bien que dans dune, il y a du sable. Mais tu m'as dit, c'est un grand sablier. Tiens, regarde ça, mon sablier, il fait presque à peu près la forme de l'autre. Ben oui. Ben oui. Mais si on regarde aussi dans la symbolique de Dune, entre Dune et le sablier. Ben, il y en a beaucoup parce que Dune, c'est une planète, pour ceux qui connaissent pas, dans le fond, Dune, ça se passe dans un monde où les gens de haute classe ou la plupart des gens qui vont avoir un certain degré de conscience vont se droguer d'une épice qui s'appelle l'épice. Mais d'une drogue gériatrique qui s'appelle l'épice, qui permet de voir le temps dans toutes ses dimensions, dans toutes ses possibilités en termes de potentialité. Puis il y en a beaucoup qui en deviennent fous, il y en a qui deviennent malades. Puis moi, je pense que c'est un parabole avec quelque chose qu'on a sur notre planète, mais tout ça pour dire que finalement, cette épice-là peut être cultivée seulement sur la planète Dune, qui est une planète de sable où il y a des créatures qu'on appelle les vers de sable. Créatures qui ont été créées à partir de poissons. Donc, on a passé du poisson au ver pour créer cette épice-là qui permet de comprendre le temps, puis d'y goûter un peu à travers un état modifié de conscience. Donc, c'est une épopée qui se passe sur plusieurs livres, puis sur plusieurs temps, où justement l'écosystème de ce sable-là est contrôlé, décontrôlé, modifié, puis qu'il y a des gens qui, selon leur notion de ce temps-là, ou leur utilisation de cette épice-là, vont avoir bâti soit des mouvements pas religieux, mais des mouvements ésotériques ou des mouvements ou des sociétés de survie comme les Fremen, par exemple. Mais c'est une saga, dans le fond, qui se base beaucoup sur une symbolique qui est extrêmement vaste par rapport à comment l'humain est fait, puis sa relation au temps. OK. Alors, quelles sont les différentes approches qu'on peut avoir du temps? Je connais
le physicien Philippe Guillemot, qui a expliqué qu'on était toujours en face de soi, il y a des pistes de temps différentes. Et c'est à nous de choisir la piste qui nous convient le mieux. Et depuis à peu près 2 semaines, 3 semaines, j'ai parlé de la rétrocausalité. Autrement dit, c'est pas le passé qui se tient garant de l'avenir. Qu'on va choisir une piste qui va nous conduire dans un endroit ou vers quelque chose d'autre qu'on découvrira en y arrivant. C'est la rétrocausalité, c'est-à-dire qu'on va chercher dans le futur l'objectif qu'on se propose d'atteindre et on le transpose à maintenant. Et la rétro, on le recule dans le temps par rapport à son futur pour dire d'à partir de maintenant, c'est l'objectif qu'on va atteindre et on peut même donner une date dans le futur. Il y a une dame qui est un médecin, et on dit dans l'article, il n'y a pas seulement les gens qui tombent malades, les médecins, c'est des gens, des personnes comme tout le monde, et ça peut tomber malade. Elle était atteinte d'une maladie très, très, très compliquée, très difficile à soigner dans la médecine conventionnelle, alors qu'elle-même était médecin. Et elle a utilisé ce principe de la rétrocausalité, c'est-à-dire, elle s'était dit, à telle date, mettons, je me souviens plus, mais je pense que c'était le 1er janvier 2020 ou 2021 ou 22, quand on va être rendu à cette date-là, je serai guéri complètement. Et ça lui donnait à peu près un espace de 4 à 6 ans de jeu pour se soigner. À chaque jour, à chaque minute, elle se voyait, elle s'imaginait, elle se projetait dans le corps d'une personne en parfaite santé, en parfaite condition physique. Et graduellement, des choses se sont produites, des fois par magie, par hasard, par synchronicité. Et elle est arrivée à être finalement soignée, guérie, alors qu'il n'y avait aucune médecine sur Terre qui pouvait la soigner par les médecines conventionnelles. Alors, c'est une des façons de voir. Au lieu de dire on est à la croisée de plein de possibilités, c'est vrai. Mais il faut en choisir une. Évidemment. Et si on est sûr que c'est l'objectif qu'on vise, les événements, les anges, moi je dis toujours que le hasard c'est la science des anges, ils vont s'arranger pour créer les hasards qui vont t'aider à te réaliser et atteindre ton objectif que tu auras déjà fixé et que tu auras amené maintenant, puis tu vas être propulsé graduellement à atteindre ton idéal, etc. Alors, ça, c'est une façon de voir les pistes de temps. Toi, comment tu exprimes tout ça? Il y a beaucoup de choses dans ce que tu as dit. Je pense que dans ce que tu as dit, il y a beaucoup de choses qui pourraient se... Je vais partir à partir de ce que tu as dit parce que tu as amené beaucoup de points qui étaient intéressants. Par contre, je pense que ça peut aller plus loin que ça si on est capable de comprendre que notre conscience est encore partielle, puis que de demander des choses à partir d'une conscience partielle, c'est pas nécessairement être apte à... Ça dépend déjà du but de notre conscience puis de ce qu'on veut faire avec, mais moi, dans mon processus de conscientisation, ça a été surtout de comprendre la nature du temps. Parce que, dans le fond, quand j'étais... j'étais allé dans le Nord à un moment donné, en 2018, puis il m'est arrivé une expérience... j'étais convaincu que j'étais capable de faire bouger le temps sur l'horloge, puis j'ai vu le temps bouger, puis j'ai vu les minutes devenir des secondes pendant à peu près 1 heure. Puis ça m'a quand même... c'est ça qui a un peu déclenché mon processus de vouloir aller chercher des réponses. Puis dans la spiritualité, j'ai pas trouvé grand-chose. Après ça, je suis tombé sur Bernard de Montréal. J'étais un peu... c'était très intéressant, mais c'était pas ça que j'avais besoin à l'époque. Fait que quand je suis tombé sur Daniel Kemp, lui, il a expliqué ça pendant l'avant-dernière année de son travail public, en 94, l'année de ma naissance. Puis lui, il expliquait un peu comme toi que, dans le fond, c'est à partir... Pour être capable de créer un avenir, il faut être capable d'aller changer le passé ou le présent si tu veux, parce que souvent, ce qui va se passer, c'est que comme on a une conscience qui est mémorielle, on a une conscience qui vit à partir d'un temps qui est déjà passé, on a tendance, évidemment, à être en opposition avec le futur qu'on essaie de manifester. Si, mettons, on se braque sur, je sais pas, moi, comme tu disais, le 1er janvier 2024, je vais guérir, ça peut fonctionner comme ça peut ne pas fonctionner si on a beaucoup d'ego, si on a beaucoup d'orgueil, si on a beaucoup de peur, justement, là. Puis souvent, ça peut être utile d'aller même jouer jusque dans le passé, parce que ce que j'ai compris, moi, c'est que le passé change autant que le futur. On peut créer le passé autant que le futur. Autrement dit, comment je vois le temps, c'est que il y a pas de ligne. Ben, il y en a,
mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Dans le sens que chaque milliardième de seconde est une image intégrale de toute la création. Puis dans cette création complète-là, il y a la totalité de la lumière au complet de la création, si tu veux, de l'énergie, de l'éther. Puis si tu es capable d'avoir accès à ça, tu as accès à des temps parallèles à côté de toi, par en avant, par en arrière, en diagonale, comme ça. Puis comme ça. Sauf que notre psychologie est pas bâtie à cause de sa linéarité pour être capable de saisir ce temps-là. Pourtant, inconsciemment, on se déplace de temps en temps depuis qu'on est né parce que les physiciens ont réussi à comprendre que la matière, elle apparaît, elle disparaît, elle apparaît, elle disparaît, elle apparaît, elle disparaît. Plus tu descends à une échelle de matière petite, plus c'est rapide. Puis nous autres, à cause qu'on essaie de changer la matière à partir de des gros morceaux, c'est plus compliqué de comprendre ça. Sauf que en réalité, la clé qui va déterminer la prochaine évolution, selon moi, en toute humilité, c'est la compréhension des mécanismes du temps. Puis pour comprendre les mécanismes du temps, il faut décompartimenter la patente pour être capable de comprendre les lois qui la régissent. Puis ça, c'est quand même complexe parce que le temps, on le vit à partir du temps. C'est ça qui fuck tout. Ouais, vas-y. Une petite parenthèse. Les gens vont remarquer parce que je vais maintenant prendre ton image en gros plan. Okay. Alors, soyez pas surpris de voir que l'œil gauche de Yannick, on parlait de suivre la conversation. Fiez-vous à son œil droit. C'est ça, exactement. C'était juste pour que les gens se demandent qu'est-ce qui se passe. C'est prévenu, tout le monde est prévenu. Alors, on change de plan de caméra. Là, tu vas voir plein d'images parce que je trouve que tu en as tellement à dire que c'est celui qui va parler qu'on va voir en gros plan. Okay. Alors, je vais me taire pour que tu aies le temps amplement de nous expliquer ce que tu viens de nous donner comme une introduction. Moi, juste pour terminer mon histoire, j'ai parlé de ce magazine-là à l'époque de Noël, le Nexus. OK. Et dans ce Nexus, il y a un article qui s'intitule « La femme qui est allée dans le futur pour guérir au temps présent ». Je sais pas si tu peux le voir. Ouais. C'est fou, hein? Alors, c'est ça. C'est une médecin. C'est une femme de tête, de capacité intellectuelle, certain. Fait que dans le fond, si on veut simplifier la patente, ce serait bon de décompartimenter le temps pour y mettre une dimensionnalité qui est plus vaste. Autrement dit, on pourrait dire qu'il y a, tu sais, comme que tu disais, si on le met linéaire, là, il y aurait des lignes de temps ou des univers qui sont parallèles aux nôtres. Autrement dit, je sais pas, moi, dans un certain temps, ton ordinateur est à l'autre extrémité de l'écran. Dans un autre temps, c'est mon autre œil qui fait des défauts. Dans un autre temps, je sais pas, c'est moi qui est dans ce décor-là, puis toi qui est dans mon décor. Dans d'autres temps, mais c'est la même trame karmique, si tu veux, ou c'est la même histoire qui se déroule. Donc, les humains sont régis par les mêmes lois, la psychologie est régie par les mêmes lois, l'histoire est régie par les mêmes lois, tandis que si on va plus loin, tu as des temps alternatifs. Donc, je sais pas moi, un temps où Bernard de Montréal serait encore vivant, ou un temps où, je sais pas moi, il y aurait pas de conflit du tout dans le monde, ou un temps où ce serait le bordel total encore plus que maintenant sur la planète, puis les lois seraient différentes parce que l'humain, il serait dans un contexte complètement différent. Donc, partant de ça, l'être humain, présentement, il se rend pas compte qu'il se promène de temps selon les fréquences de son corps parce qu'il est régi par un temps qu'on pourrait appeler un temps collectif. Un temps qui demande à ce que la conscience soit, comment je pourrais dire ça? Que la conscience soit constamment en train de se rassurer par le décor alentour de elle. Autrement dit, la conscience dépend du décor pour être capable de bouger dans le temps, plutôt que d'être capable de bouger le temps à travers ce qu'elle perçoit. Sauf que il y a des possibilités dans un processus d'individualisation de conscience ou de désastralisation de conscience, comme on dit, de petit à petit amener la conscience à muter pour être capable de percevoir ce genre de phénomène-là. Puis c'est de là qu'on part de l'astral. Parce que l'astral, c'est une dimension où le temps
semble, le temps ou la mémoire du temps semble avoir eu une continuité. Ce qu'on pourrait appeler un ego, finalement, c'est un amalgame de mémoire continuelle sur des expériences qui sont allées dans différents temps, justement. Puis, à cause qu'on ne le sait pas, ça, on a de la difficulté. On a de la difficulté à discerner les lois de la réalité dans laquelle on vit parce qu'on vit à travers les lois qu'on pense avoir compris de la réalité. Autrement dit, OK, si je fais ça, je vais avoir ça. Si je fais ça, je vais avoir ça. Si je fais ça, je vais avoir ça. Mais on réalise pas que ce qu'on observe, c'est à partir d'un vase étriqué de la réalité. Oui, je te laisse aller. Oh oui, mais c'est pas mal ça, là. OK. Alors, est-ce que la conscience, tu peux nous l'expliquer, comment elle s'impose au temps ou comment elle impose le temps à sa volonté? Qu'est-ce que la conscience, d'après toi? Ça s'explique en 3 temps, la conscience. Si tu regardes la conscience, là, ça va s'implanter dans l'homme de la même façon que ça a pu s'implanter dans le collectif. Autrement dit, si tu regardes, OK, le concept de Dieu. Au début, dans l'histoire qu'on connaît, il y avait plusieurs dieux. Il y avait aucun ordre. On priait, certains humains priaient certains dieux, comme certains autres humains priaient d'autres dieux. Autrement dit, à l'intérieur de soi, on a certaines petites personnalités qui vont croire en quelque chose, puis d'autres personnalités qui vont croire en quelque chose, puis qui vont s'affronter constamment à l'intérieur de notre psyché. Sauf qu'à un moment donné, il y a eu ce qu'on appelle le monothéisme. Le monothéisme a descendu le principe de l'intelligence à l'échelle collective. Le Moïse, si on veut, avec ses 10 commandements qui expliquaient la loi de l'observation. Il expliquait que par l'observation, il a donné ses commandements, puis il expliquait que d'observer ces commandements-là amenait au peuple à évoluer. Sauf que le peuple, il écoute pas. Le peuple, il est encore pogné dans ses désirs. Il veut faire comme tout le monde. Il veut faire ci, il veut faire ça. Fait qu'à un moment donné, ce qui s'est passé, c'est que, tu sais, quand on parle de l'éternel dans l'Ancien Testament, on pourrait parler du double éthérique. Parce que quand l'Éternel dit à son peuple qu'il est aveugle et qu'il ne comprend rien, le peuple brûle. Il y a des guerres, il perd, il brûle. Mais quand il réussit à écouter l'Éternel, donc son double à l'intérieur de lui, si tu veux, si on prend, moi je prends ce qui est écrit à l'échelle collective pour l'individualiser. Dans le fond, ce qui se passe, c'est que l'être humain, s'il est capable d'écouter plus loin que ce que lui connaît, autrement dit, s'il est capable de faire un pas de plus dans sa conscience puis d'aller dans l'inconnu, parce que si Dieu, ce grand inconnu, comme diraient les Grecs, si on est capable de se connecter de plus en plus à cet inconnu-là, ce vide plein, comme dirait Bernard, éventuellement, la conscience passe en mode observatoire. Puis comme elle passe en mode observatoire, il y a plus d'attitude qui se crée parce que l'attitude, c'est justement croire qu'on a déjà compris. Tandis que plus tu comprends que tu comprends pas, plus tu comprends pas à quel point tu comprends. Comprends-tu? Oui, oui, je te vois aller dans un éventail d'actions. Actuellement, le monde se demande où est-ce que tu nous amènes là. OK. Ben, dans le fond, moi, ce que je fais, c'est que j'aime aller piger à plein d'endroits pour pas, tu sais, repasser des mêmes traces que les gens qui ont parlé avant moi, parce que moi, je m'identifie pas comme étant une antenne supramentale ou étant comme un whatever, là. Moi, je suis juste moi qui a compris des choses puis qui les... Mais pourquoi tu es passionné par le temps? C'est juste venu, c'est une tendance naturelle, en fait. C'est pas que je suis passionné, c'est que c'est... T'es allé dans le Grand Nord, t'es allé dans le Nord, t'as fait une expérience que t'as pu vérifier de ton expérientiel. C'est vraiment ça, quand j'ai été testé, il y a personne qui me voyait. Le seul témoin, c'est ce qu'on appelle une expérientielle. C'est ça. Et comment tu l'as provoqué, cet état? Sans drogue ou avec de la drogue? Quelle sorte aucune drogue. Aucune drogue. Ah, aucune non, drogue. c'est juste, c'est bizarre, hein, mais c'est en lisant le Tao. C'est quand j'ai lu le Tao, j'ai compris d'une shot, tout est rentré d'une shot, la polarité, comprendre un peu les subtilités. Là, mon cerveau s'est mis à déconstruire les mots un peu, puis plus je déconstruisais les mots, plus il y avait de l'énergie qui rentrait en dedans de moi. Je me mettais à faire du langage d'oiseau, je connaissais rien de ça, j'avais aucun background spirituel, aucun background ésotérique. Le livre du Tao que tu avais, est-ce que tu l'as porté de la main? Est-ce que tu peux nous le montrer pendant non, la pause? Bon, c'était quoi ce livre-là? Dans le fond, c'était une adaptation. C'était un gars, Wayne Dyer, qui avait fait un
un livre d'écriture automatique là-dessus. Sauf que moi, je m'étais juste concentré sur les versets parce que je trouvais qu'il y avait quelque chose dedans sur lequel j'avais jamais mis le doigt, mais que j'avais l'impression de toujours avoir cherché à quelque part de. Mais c'est pas que je l'avais cherché, mais c'est que c'était le bout qui me manquait, mais qui était là quand même. Tu comprends? Le titre du livre? C'est Changez vos pensées, changez votre vie, je pense. Rejoindre la première intervention, vous avez déjà dit dans une émission passée, l'homme vit un temps qui est approximativement équivalent dans la longitude de la lumière à la quantité d'énergie qui pénètre dans ses neurones à chaque instant de sa vie. C'est très fidèle d'ailleurs. Bon, ça c'est très intéressant parce que le temps que connaît l'homme est un temps illusoire. Et ce temps-là, il est calculé suivant la capacité de l'homme de recevoir dans son cerveau une certaine quantité d'énergie. On a tendance à penser que le temps, c'est une linéarité dans laquelle il y a un passé et un moment et un futur. Ça, c'est une façon humaine de voir le temps. Mais si on regarde le temps d'une autre façon, à ce moment-là, on s'aperçoit que le temps, c'est une couche d'énergie, c'est-à-dire que c'est une couche d'image, mais que l'on ne reçoit pas dans l'instantané chez soi. Par exemple, une personne qui voudrait regarder ce qui s'est passé durant la période romaine devrait ajuster son écran mental et aller chercher directement dans les archives, autrement dit dans la mémoire totale, l'information nécessaire pour lui donner un rappel de tous les événements qui se sont passés. Ça, c'est à l'échelle humaine. C'est à l'échelle du corps astral, c'est à l'échelle de l'écran mental. Si on change de niveau maintenant, l'homme substituant son corps astral pour se déplacer dans le temps, s'il se sert de son corps mental, au lieu de perforer l'écran humain de la mémoire de l'époque romaine, il va pénétrer dans les atomes de l'expérience romaine. Alors à ce moment-là, il peut diriger son esprit d'une façon atomique et pénétrer dans le mouvement de l'esprit qui coïncide avec l'information qu'il recherche pour connaître ce qui s'est passé. Si par exemple quelqu'un veut savoir exactement comment Néron est mort, il y a deux façons. Soit qu'il le fasse par le biais du corps astral, et le plan astral, pour le moment, aujourd'hui, est totalement contaminé. Alors, c'est très, très difficile d'avoir accès à des images très précises. S'il le fait par le biais du corps mental, au lieu de se servir des images astrales de cette époque-là, il va pénétrer dans la conscience atomique de Néron, qui existe dans le plan mental, parce que tous les égos se réunissent dans le plan mental, et à ce moment-là, il pourra reconnaître, connaître et goûter, si vous voulez, de Néron et être dans la temporalité extracorporelle de son expérience, Néron lui-même. Il dit, si on veut aller dans le passé pour retrouver Néron, ou on pourrait parler de d'autres sujets d'intérêt plus intéressants, je pense, on peut aller chercher sur le plan de l'énergie atomique. Les gens qui sont des archéologues et qui fouillent actuellement les ruines de Pompéi, ben ils tombent sur des cadavres d'humains qui ont été figés par la lave, par la chaleur, partout, et ils les grattent, ils grattent les vases, ils grattent les murs, ils sont dans l'énergie atomique de l'époque. Et c'est ce qu'on appelle la psychométrie. Quelqu'un qui est médium, il va prendre un objet et va le tenir dans sa main, va se concentrer sur l'objet et va oublier l'objet comme tel. Il va entrer dans l'énergie atomique de la mémoire contenue dans les atomes de l'objet, à qui a appartenu l'objet, à quoi a servi l'objet, et maintenant... C'est pas de la métagnomie? La quoi? Métagnomie. Il me semble que c'est ça que j'avais entendu. Ah, c'est possible, c'est un mot que j'ai jamais entendu de mon côté. Métagnomie? Ouais. OK, moi je sais que c'est psychométrie, c'est le terme utilisé en parapsychologie depuis la nuit des temps, mais je le prends en note.
Méta. J'ai lu ça dans, je pense, la psychométrie, j'avais lu ça dans l'Obsang Rempa, je pense. Ouais, OK, ben, ça se pourrait. Oui, ben oui, c'était le terme utilisé à l'époque. Mais métagnomie, c'est entrer en connaissance, la gnose, la connaissance, gnomie, de ce qui est méta, immense. Mhm. Alors, toi, La méta, c'est au-delà, là. Mais dans le fond, ce que j'ai compris, c'est que si tu es capable de ralentir ta conscience plus bas que l'astral, autrement dit, sur le plan vital, le tai chi, c'est une bonne technique pour apprendre à faire ça, ou il y a peut-être du yoga ou n'importe quoi. Moi, c'est sûr que j'ai personnalisé mes propres choses pour être capable de vivre ça, mais si tu es capable de ralentir ta conscience à percevoir l'énergie vitale, tu es capable non seulement d'éventuellement percevoir ce qui peut être caché comme information dans une chose, mais tu peux être capable de voir des choses qui sont pas visibles à l'œil nu. Puis c'est vraiment facile à faire en plus, là. Mais dans le fond, moi, c'est drôle que tu m'aies passé cet extrait-là parce que la première partie du segment qui a dit, c'est exactement presque les mêmes mots que j'ai utilisés un peu plus tôt pour décrire une partie de ma théorie. Puis j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Je te propose qu'on la réécoute, puis je l'arrêterai. OK. Pour que tu puisses intervenir immédiatement sur les mots qu'il vient de dire. Là, on a vu tout son ensemble de définitions du temps. Mais revenons à la source au départ, là, ce qu'il a commencé à dire au début, c'était clair. Vous avez déjà dit dans une émission passée, l'homme vit un temps qui est approximativement équivalent dans la longitude de la lumière à la quantité d'énergie qui pénètre dans ses neurones à chaque instant de sa vie. C'est très fidèle, Diane. Alors, il va revenir peut-être sur la définition qu'il avait déjà donnée du temps. Mm-hmm. On va l'écouter encore? OK. Oui. Bon, ça c'est très intéressant parce que le temps que connaît l'homme est un temps illusoire. Et ce temps-là, il est calculé suivant la capacité de l'homme de recevoir dans son cerveau une certaine quantité d'énergie. Pause. À ce moment-là, ce que Bernard explique, dans le fond, de ce que moi j'ai compris personnellement, c'est que dans le corps, dans le cerveau, il y a différentes lois d'énergie qui régissent le comportement humain. Si tu regardes comment que le cerveau il fonctionne, dans le fond, tu sais ce qu'on a t'as demandé la dernière fois à André, c'était quoi un neurodivergent? En fait, un neurodivergent, c'est que un neurone, comment ça fonctionne? Ça a deux manières de recevoir de l'information. Soit que ça va être des informations convergentes, donc un neurone qui part de plusieurs sources vers une source, ou des neurones qui vont être divergents. Exemple, un mot vers plusieurs choses. Comme Bernard a souvent utilisé dans ses conférences le mot esprit pour l'amener à différents degrés de compréhension pour créer dans le système neuronique de l'homme une plus grande synthèse ou une plus grande communication d'énergie ou d'électricité, si tu veux. Sauf que si tu regardes l'homme d'un point de vue animal, d'un point de vue survival mode, si tu veux, il s'est développé un contexte chimique, un contexte hormonal, puis un contexte synaptique. C'est-à-dire que vu que l'homme a été, à cause de l'histoire, amené à survivre, il a développé un système de réflexe hormonal qui fait en sorte qu'il n'a pas accès dans l'immédiat terme à son discernement puis à toute son intelligence parce que son corps est en train de dire « OK, il faut que tu agisses là, 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 là ». Donc, son raisonnement est limité par justement les réactions que le corps est habitué d'engendrer finalement. Donc, ce que lui appelle le temps psychologique, c'est un temps qui est hormonal, tandis que le temps qui est plus vaste, c'est le temps qui est atomique. Donc, le temps où les neurones vont avoir été suffisamment aptes à posséder le corps, ou quand l'énergie mentale, pure électricité, est suffisamment apte à maîtriser le corps parce qu'il y a une homéostasie qui est non seulement établie, mais que ce qu'on appelle un troisième cerveau ou un corps d'énergie ou une pure électricité est suffisamment établi pour que l'homme finalement dompte l'animal. Puis ce qui arrive, c'est que là, on est capable de localiser notre conscience à un point tel qu'on est capable de vivre notre conscience à partir de l'atome et non à partir des cellules, donc des hormones.
So, il y a deux, dans le fond, il y a deux réalités qui se superposent à un certain moment, comme a dit le Nazaréen dans l'Évangile de Thomas, celui qui a trouvé, celui qui a compris qu'il y avait deux personnes en lui a enfin trouvé l'unique. C'est que l'être humain a compris que il y a l'autre, qu'on pourrait appeler le double, il y a l'ego, qu'on pourrait appeler l'animal, puis entre les deux, il y a de l'interférence. Cette interférence-là, on pourrait appeler ça l'astral. Puis cet astral-là, c'est le temps psychologique des hormones du corps qui sont en réaction. Puis il y a une communication qui, à un certain moment, s'établit pour que le double puisse pénétrer toutes les couches du mental, que ce soit le mental physique, le mental astralisé, le mental vital, puis le mental corporel, pour être capable de éventuellement s'intégrer dans le corps ou fusionner avec le corps, si on veut. Ce qui va amener l'homme à comprendre le temps dans sa nature réelle, vu que sa compréhension, sa conscience va être implantée à même dans l'énergie de l'atome qui est pure lumière. Là, tu viens d'utiliser des termes qui se rapprochent beaucoup de ceux de Bernard. On écoute encore un petit peu la suite de ce qu'il disait. Vas-y. On a tendance à penser que le temps, c'est une linéarité dans laquelle il y a un passé et un moment et un futur. Ça, c'est une façon humaine de voir le temps. Mais si on regarde le temps d'une autre façon, à ce moment-là, on s'aperçoit que le temps, c'est une couche d'énergie, c'est-à-dire que c'est une couche d'image, mais que l'on ne reçoit pas dans l'instantané chez soi. Par exemple, une personne qui voudrait regarder ce qui s'est passé durant la période romaine devrait ajuster son écran mental et aller chercher directement dans les archives, autrement dit dans la mémoire totale, l'information nécessaire pour lui donner un rappel de tous les événements qui se sont passés. Ça, c'est à l'échelle humaine. C'est à l'échelle du corps astral, c'est à l'échelle de l'écran mental. Si on change de niveau maintenant, l'homme substituant son corps astral pour se déplacer dans le temps, s'il se sert de son corps mental, au lieu de perforer l'écran humain de la mémoire de l'époque romaine, il va pénétrer dans les atomes de l'expérience romaine. Alors à ce moment-là, il peut diriger son esprit d'une façon atomique et pénétrer dans le mouvement de l'esprit qui coïncide avec l'information qu'il recherche pour connaître ce qui s'est passé. Si par exemple... Alors c'est là qu'il va aller dans l'exemple avec Néron. Explique-moi d'autres mots ce qu'il vient de dire. Là. Ben, OK. Ce qu'il vient de dire, là, c'est... Puis il a fait exprès d'utiliser la Rome. Parce que, justement, si tu visites ça en astral, tu le visites à partir d'une mémoire morte. Donc, d'une mémoire expérientielle, comme tu utilisais plus tôt. Et pour les ordinateurs, la mémoire morte s'appelle... Oui, exactement. C'est exactement ça. Puis si tu regardes dans la symbologie... la cinquième race a commencé avec le septième Vishnu qui s'appelait Rama ou Ram, qui est de la mémoire vive, puis qui veut aussi dire bélier, qui va jusqu'au Nazaréen, qu'on appelait l'agneau de Dieu, donc le fils du bélier, qui s'est fait crucifier par l'Empire romain, par la Rome, par la mémoire morte, finalement. Fait qu'il y a je pense que il y a des mots il y a des sons qui se sont à travers le temps répétés pour que ce soit pas Moi, je me suis dit que si je suis tombé là-dedans à un moment donné, je me suis laissé des notes pas trop compliquées pour que quand je me réveille, ça soit pas trop difficile pour moi de me repérer puis que je puisse faire une synthèse assez rapidement pour être capable d'œuvrer finalement. Fait que ce qu'il dit, lui, là, c'est que si tu vas dans l'astral, c'est toutes les perceptions subjectives de chaque personne qui était là. Fait que t'as des centaines puis des centaines de chances de voir quelque chose qui n'a pas rapport avec ce qui s'est passé réellement. Tandis que si tu vas dans la mémoire vivante, ça veut dire dans une mémoire mentale vive de ce qui a été vécu, tu peux avoir l'information. Mais pour être capable de faire ça, il faut que ta propre psychologie soit déjà au préalable épurée d'une certaine émotivité, parce que sinon, tu serais même pas capable de supporter psychologiquement le voyage de ce temps-là à ce temps-là. Parce que c'est un chiffre c'est ta conscience qui y va plutôt que ton corps de désir qui va juste aller dans les mémoires de ce qu'il veut entendre de toute façon.
C'est pour ça que si on regarde les cartographies de l'astral, que ce soit par Jung, que ce soit le livre des morts tibétains, chaque map est différente, comme si il allait pas dans la même place finalement. Parce que, dans le fond, si tu regardes le temps mémoriel, c'est pas un temps qui est réel, c'est un temps qui est subjectif. Tandis que quand ta conscience est capable d'être objective, ça veut dire qu'elle est capable de voir les choses telles qu'elles sont, ça va loin. Je pourrais pas, en toute humilité, dire que je suis rendu là. Mais quand l'objectivité de conscience fait place à la subjectivité, éventuellement, ton système neuronique s'adapte, ton troisième œil rouvre ici, tout le lobe frontal se réveille, donc la capacité d'attention augmente, donc tu es capable de prendre de plus en plus de charge, puis ça peut pas se faire autrement qu'à un niveau atomique parce que sinon la matière est trop dense. Tandis que au niveau atomique et minimum cellulaire, mais ça devient déjà compliqué, la matière est assez rapide pour apparaître, disparaître, puis être capable d'aller ajuster ton canal à l'information réelle, sans créer de tension. Tandis que si la matière elle devient plus grosse, ben il y a une tension, l'énergie elle pogne dans ton système nerveux, puis il y a une tension qui se crée. C'est ça qui rend compliqué l'information. C'est ça qui rend compliqué la circulation de l'information. Tandis que quand que ton troisième œil s'ouvre ou ton lobe frontal, c'est là que ça devient intéressant parce que c'est là que justement la lumière peut prendre le contrôle du corps puis éventuellement muter le corps. C'est là que le contact se fait finalement. Puis c'est là que toutes les compréhensions sont possibles, que ce soit celle du temps, que ce soit celle de n'importe quel mystère. Ah, là-dessus, Bernard en parle avant d'avoir parlé du temps. Bernard a été interrogé sur cette notion-là de contrôle de l'être humain sur la matière, sur les atomes même de la matière. Okay. Si tu veux, on peut essayer de retrouver ce passage-là, puis on en reparle encore. Ben oui. Il y a, dans l'évolution qui vient, il y a deux cycles. Il y a un cycle original qui est déjà commencé, mais qui n'est pas concrétisé. Et dans ce cycle original-là, un certain nombre de personnes qui vivent sur notre planète vont être amenées à substituer leur corps physique pour leur corps éthérique. C'est la première forme d'union avec les mondes ou les plans invisibles. Et les gens qui feront partie de ce cercle, si vous voulez, ou de cette nappe d'individus, seront amenés à se reconnaître instantanément à la fois sur le plan physique comme sur le plan éthérique. Et ensuite, après les grands événements cosmiques au travers lesquels devra passer notre planète, il y aura une très grande quantité d'individus qui passeront à la transmutation instantanée. Seulement, dans la deuxième phase, le niveau de conscience ne sera pas aussi élevé que dans le premier, parce que dans la deuxième phase, les seuls corps qui auront été transmutés seront le corps physique, éthérique et astral. Tandis que dans la première phase, le corps mental aussi doit être transmuté. Bon. As-tu des commentaires avec ce qu'on vient d'entendre? Je trouve ça bon qu'il ait précisé le fait que dans la première phase, c'est là où on est actuellement, oui. C'est que, puis il a parlé dans les conférences privées des pères de la sixième race versus la sixième race. Il expliquait que, dans le fond, il allait avoir deux phases de conscientisation, ceux qui allaient préparer la prochaine évolution, puis ceux qui vont être la prochaine évolution. Puis que il y en a que, tu sais, son histoire de gouvernement invisible puis de régence planétaire, là. Mais il explique que dans la première phase, c'est le mental qui doit être transmuté d'abord. Puis ça revient un peu à ce que je disais juste avant, tu sais, c'est que dans le cerveau, puis ce que j'explique là, c'est pas juste des théorèmes, là, c'est quelque chose que j'ai vécu, moi, si je peux me permettre de partager un bout de mon expérience, en début de cette année, moi, j'ai vécu la perte totale de contrôle de ma vie. Puis à ce moment-là, il y a quelque chose en dedans de moi qui est né, un petit, comment je pourrais dire ça, un étincelle scientifique qui s'est dit, OK, tout ce que tu as essayé, ça fonctionne pas.
là, il faut que tu commences à t'observer. Puis là, au début, je me rappelle, la première journée, vu que je me disais que c'était la pensée, le problème, je me suis assis dans mon lit, puis j'ai dit, OK, là, je t'écoute jusqu'à temps que tu arrêtes, puis tu penseras plus. Puis au bout de 15 minutes, je suis allé, j'ai lâché prise, puis je me suis dit, OK, peut-être que dans cette attitude-là, déjà, il y a quelque chose à observer. Tu veux tout faire vite. Fait que là, éventuellement, j'ai continué à regarder mon comportement, puis j'ai vu que j'allais effectivement tout le temps très vite. Fait que j'ai commencé à ralentir. Bon, pas grave. À un moment donné, tu vas le comprendre. C'est un cheminement qui est lent. C'est facile, l'évolution, mais l'homme, il choisit le chemin le plus dur parce que l'homme, il est pressé. Je disais ça justement vendredi dernier, c'est que Dieu a créé le temps, peut-être, mais l'homme a créé la hâte. Hein? Alors, il faut prendre notre temps. Bon, pas grave. À un moment donné, tu vas le comprendre. C'est un cheminement qui est lent. C'est facile, l'évolution, mais l'homme, il choisit le chemin le plus dur parce que l'homme, il est pressé. Je disais ça justement vendredi dernier, c'est que Dieu a créé le temps, peut-être, mais l'homme a créé la hâte. Hein? Alors, il faut prendre notre temps. Puis éventuellement, à force d'implanter ma conscience, qu'on pourrait appeler mentale, si on veut, qui était pas tributaire d'une pensée précise, mais d'une observation. À ce moment-là, il y a comme de l'énergie qui a commencé à s'accumuler au niveau de mon cerveau. Puis plus ça s'accumulait jusqu'à temps que j'ai une calotte au niveau de ma tête. Tout le temps. Je me levais le matin, ça prenait peut-être une demi-heure, puis la calotte, elle s'embarquait, puis ça partait pas de la journée. Puis, à ce moment-là, j'ai de l'information qui descendait, puis descendait. Puis les mois qui ont suivi ont juste servi, soit en écoutant des conférences de Bernard qui n'étaient même pas sorties avant, donc c'était pas de l'information que j'avais pu prendre d'avance, qui venait confirmer ce que je vivais, qui venait ajuster des subtilités dans ce que je vivais, puis qui venait montrer des fois où que j'avais pas bien vu cette chose-là en conséquence de mon émotivité, puis tout ça. Fait qu'éventuellement, plus j'étais capable de laisser la place à cette énergie-là pour venir corriger le corps, pour venir... Puis c'est à ça que je faisais référence tantôt quand je parlais de l'Ancien Testament ou du test de l'homme ancien, si tu veux. C'était que éventuellement, à force d'observer comment je suis fait, puis comment je réagis aux événements, l'ajustement se faisait tellement tout seul qu'à un moment donné, j'ai arrêté de vouloir tout contrôler. Puis, ça se plaçait tout seul. J'avais 15 fois plus d'énergie pour faire ce que je voulais accomplir. J'ai changé quasiment... Ma vie, depuis un an, a changé d'un bout à l'autre. Puis c'est pas terminé, ça fait juste commencer, honnêtement, là. Mais j'ai commencé à développer une conscience mentale corps. Ce qui fait en sorte que chaque fois que j'ai une tension, je suis capable d'aller réveiller le composite de neurones dans mon cerveau qui est relié à cette tension-là. Puis c'est pas tout le temps évident, là. Des fois, je suis pas capable parce que il va y avoir une entité ou un composite de neurones, si tu veux, qui va créer un ego, puis qui va pas vouloir qui va pas vouloir tout de suite être vu parce que il y a quelque chose que je vois pas auquel je m'accroche. Mais j'ai compris que plus j'étais capable de laisser cette énergie-là descendre, que le temps, mon temps à moi, mon karma, si tu veux, il s'altérait pour que les boucles que je vivais dans ma vie arrive à ne plus se répéter. C'est là que j'ai vu que le temps commençait à changer finalement. Que j'ai vu que, peut-être pas aussi intense que l'expérience que j'avais vécue, mais que si je ressentais que quelque chose allait arriver, si c'était intelligent, ça arrivait. Mais des fois, ça m'arrivait codé, puis je me faisais avoir solide, là, tu sais, eux autres en haut, ils me testent, là. Mais éventuellement, plus je vivais ces expériences-là, plus ma compréhension du temps se dilatait. Comme si dans mon cerveau, l'information s'épurait, puis que c'était plus la database d'informations, la ROM dans mon cerveau qui m'apprenait des choses, mais l'énergie qui circulait dans le cerveau, qui, elle, contenait toute l'information dont j'avais besoin. Ça semblerait très exactement à ce que Bernard appelle la fusion avec le supramental, c'est-à-dire d'être en connexion avec la source, plutôt que de mémoriser, de raisonner, de
réfléchir la lumière dont la source est ailleurs que dans le cerveau humain. Et à partir de ce moment-là, c'est un cerveau humain est comme un radio qui capte des choses et tu les entends par la parole de quelqu'un qui parle parce qu'il y a un cerveau, parce qu'il y a un radio, mais que si c'est toi-même qui es directement la source, dont tu parles de ce qui n'est pas connu autrement que par toi-même et qui n'est pas de source extérieure, c'est toi-même qui deviens le pilote du choix des informations qui vont passer par toi, parce que c'est toi qui es à la régie de ton poste émetteur de radio. Alors, on va dire, c'est formidable, on écoute Bernard. Où est-ce qu'il a pris ça? Ben, il l'a pris, c'est lui qui est allé le prendre et c'est lui qui l'a diffusé. C'est pas quelque chose qu'il répète d'avoir lu, d'avoir entendu, ou d'avoir réfléchi. Il dit lui-même, quand il arrivait s'asseoir dans le fauteuil qu'on voit, là, ben, moi, je lui serrais la main à son arrivée. On s'était pas parlé durant un mois, à moins qu'on fasse des rencontres à l'occasion, mais il allait s'asseoir, il savait pas quel était le thème ou le sujet dans lequel j'étais pour le lancer. Et il dit, c'est pas grave, je m'assois, j'attends le thème d'aujourd'hui, c'est quoi? Bon, là, je lui disais, on va parler de Shambhala. Ah, OK. Bon, alors là, il se branchait, pose-moi tes questions. Puis il me disait toujours, mets-moi sur le spot, pose-moi des questions impossibles. Des questions qui n'ont pas été préparées, qui n'ont pas été réfléchies, des questions qui sont aussi créatives. Tiens, tu as une idée géniale de demande-moi-les, va me brancher, va te donner la réponse qui arrive. Exactement ce que tu viens de dire, j'ai trouvé ça génial. Les meilleurs propos de l'émission à date, là, ceux que tu as donnés, là, c'est exactement ça. C'est que tu ne gères pas l'information, tu la reçois. Tu ne vas pas la chercher dans une mémoire quelconque ou d'intellect accumulé ou tout ça. Mais Daniel Kemp n'était pas rendu là, je pense. Ben oui, c'est Daniel Kemp, lui, sa fonction, c'était de... Lui, sa fonction, en fait, c'était pas de... Oui, il était branché, mais sa fonction, c'était d'ajuster le monde à leur mental pour justement faire ce processus-là de connexion. Lui, il n'était pas sur le principe de l'intelligence, il était sur le principe de l'amour, si tu veux, au sens de... Il apprenait à l'humain comment se magnétiser. Si tu es capable de trouver, je pense que c'est dans Bernard de Montréal, les circuits universels, il explique qu'à un moment donné, il y a quelqu'un d'autre que lui qui allait venir pour expliquer l'astral au monde. Puis lui, c'était ça qu'il faisait. Sa job à lui, c'était juste d'expliquer aux gens chaque petit... d'aller en détail, puis d'aller... Lui, il fouillait beaucoup dans l'astral ou dans la mémoire du temps pour être capable de décortiquer chaque patente. Alors, ce qui fait qu'au niveau ésotérique, c'est d'autres choses, mais il faut quand même, quel que soit l'individu, il faut qu'il comprenne. Dans l'ésotérisme de l'initié, là, ça existe le racisme. Il y a celui qui sait, il y a celui qui est apte à savoir, puis les autres. Bon. Il n'y a rien d'autre. C'est le seul racisme, mais il doit être absolument inconditionnel, il doit s'arrêter là. Quand toi, tu veux convertir quelqu'un qui veut rien savoir, tu perds ton énergie, tu perds ton temps, puis tu le maganes tout. Il y a une responsabilité écologique dans ce qu'on dit. C'est pour ça qu'il y a des choses qu'on dit quand c'est le temps, ou quand on connaît notre monde, qu'il y a des choses qu'on dit pas parce que c'est pas le temps. Parce que c'est intelligent que ce soit pas le temps. C'est pas parce que je crois que c'est pas le temps, ou ben non, parce que je le sais pas, parce que je me camoufle là-dessus pour le dire. Ça, c'est deux fois brillant de faire ça, là, mais mettons, il y en a qui disent que c'est pas le temps, c'est parce qu'ils savent pas quoi dire. Mais, il y a des choses que c'est pas le temps, parce que le monde ne peut pas le comprendre. Le projet lui-même, c'est quoi? C'est qu'au niveau éducationnel pour tes enfants, si tous ceux que tu peux pas rejoindre parce qu'ils sont pas prêts, ben eux autres, là, il y a une manipulation au niveau psychologique. Il y a la psychologie de la planète, l'astral planétaire qui te manipule. Mais l'homme est capable de manipuler ce manipulateur-là. Il y a un temps que l'homme est capable de le faire. C'est pour ça qu'il y a un labyrinthe, qu'on peut réussir à s'en sortir du labyrinthe. Quand toi, tu joues avec un ordinateur aux échecs, là, c'est le fun à mort. Mais l'ordinateur a tout prévu, elle. Ben, toi, t'es manipulé, tout le plan est prévu, t'es destiné, t'as rien à faire. L'ordinateur a tout prévu, sauf qu'il sait pas qu'est-ce que tu vas faire. Mais c'est prévu. Fait que t'avances un pion, ah, ça, il sait que tout ce que tu peux faire après, ça, il sait. Mais il sait pas quelle autre pièce tu vas bouger. Mais toi, tu bouges cette pièce-là, tout est prévu. Là, ils viennent filer une partie de la prédiction possible pour ta vie. C'est-à-dire que si tu avances ta tour, ben, elle est là. Donc, il y a un paquet de prévisions, de futurs possibles qui sont maintenant éliminés parce que la tour, elle vient de bouger. Puis plus tu avances dans ta vie, plus les futurs possibles sont éliminés. Parce qu'il vient un temps qu'il élimine ta tour, il élimine ça, il m'enlève de l'individu. Comme l'individu ne sait pas c'est quoi, ben, il y a des fois que ça peut être ordonné d'une manière qui laisse à désirer. Alors, il y a un danger là-dedans, mais l'homme n'a pas le choix, il commence à se conscientiser. La personne qui rentre dans le domaine spirituel ou qui rentre dans le domaine ésotérique, à un moment donné, est tellement perturbée, elle perd ses chums, elle perd sa job, elle veut en parler à tout le monde, personne ne veut rien comprendre, tout le monde la traite de fou. C'est vrai qu'elle est folle. Tu parles pas de ça à n'importe qui.
Sans ça, c'est vrai que t'es pas, il manque un morceau d'intelligence. Tu décides, ben, je veux plus rien savoir de ça, j'oublie tout, moi, là, je vais redevenir normal. Tu vas venir un temps que dans ton sommeil, au bout d'un an, tu as encore commencé à penser. C'est fait. Tu as commencé à te conscientiser, t'es fait. Tu n'as pas le choix, il faut que tu te rendes au bout. Puis plus tu vas retarder ça, plus tu vas souffrir. Puis en souffrant, ben, tu te mets en colère, en te mettant en colère, tu te doutes de tout, pendant tout le temps de tout, tu te doutes de toi, pendant tout le temps de toi, à un moment donné, tout disparaît. Puis quand il ne reste plus rien de toi, ben là, il reste ce que tu cherches depuis longtemps. C'est beau à dire, hein. Pourquoi qu'on est des enfants dans le sens ésotérique du terme, c'est que ça, c'est important, il faut qu'on se voit comme étant un enfant. L'enfant, tu peux pas tout y expliquer, même si tu penses avoir le savoir. Disons que tu as le savoir intellectuel, tu comprends le mécanisme d'un automobile. Mais ton petit gars, lui, il te demande comment ça marche un frein, ben, il s'explique que quand tu payes sa pédale, ça arrête, ça va le satisfaire, il y a que 3 ans. Commence pas à lui expliquer l'affaire du mètre cylindre, les conduites, les canalisations, puis les scies, les sabots, puis tout ça. Parce que là, ton petit gars, il te parlera plus jamais. T'sais? Alors, ce qui arrive, c'est ça, c'est que c'est un enfant. Toi, tu te dis, oui, mais là, lui, il va avoir le temps de comprendre à un moment donné. Faut pas qu'il panique. À un moment donné, il va être capable de comprendre. L'homme est un enfant. Pourquoi? Parce que par rapport à ce que l'homme va savoir, l'homme ne sait rien. L'homme croit. C'est bon. La croyance, c'est juste l'espoir qui se dessine en face là-bas. Mais ça veut pas dire que toi, en faisant rien, restant assis dans ta chaise, si tu espères aller en Afrique, tu te dis, si j'ai allé en Afrique, m'aller en Afrique, ben, si tu restes dans ton salon, il n'y a pas un Boeing qui va venir te chercher. Il y a une démarche qu'il va falloir que tu fasses pour aller en Afrique. Si l'avion s'écrase, tu ne vas pas y aller. Là, tu le sais. Là tu l'as expérimenté. C'est pas en restant assis dans ta chaise ou dans un ashram caché au fond de l'Himalaya que le Boeing va venir te chercher si tu es allé quelque part. C'est la même affaire pour la connaissance. C'est dans une relation qu'on apprend la connaissance. C'est en parlant. C'est important de parler. Parce qu'en parlant, on clarifie notre idée. On clarifie ce qu'on a au niveau de notre intellect et de notre mémoire. Ça, c'est important de parler. Alors, ce qui arrive, c'est qu'on est un enfant. Pourquoi? Si on comprend des choses par rapport à l'éducation de nos enfants, ça, c'est normal qu'ils fassent ce gaffe-là. On ne chicane pas. Mais pourquoi toi, tu te sens culpabilisé? Parce que tu comprends pas tout. Pourquoi que toi, tu te sens pogné? Parce que tu comprends pas tout. Pourquoi tu te sens perdu? Lui, il se sent pas perdu parce que lui, ben, il n'a pas l'état de conscience de savoir qu'il ne comprend pas. Mais quand même, tu es un enfant. Puis la seule personne qui va être capable de s'en sortir à un moment donné, c'est l'adulte, entre guillemets, qui va redevenir un enfant par rapport à ce qu'il a à apprendre, qui va se voir comme étant un enfant, et qui va prendre le temps d'apprendre. Donc, il panique plus. Fait que la crise de la conscientisation devient drôlement plus facile parce qu'on est capable d'attendre. Il y a des choses que tu ne comprends pas, 2 ans après, tu les comprends. Mais là, tu te poses d'autres maudites questions que tu ne comprends pas. Tu repaniques encore, c'est encore fait. Tant que tu vas dire, ben, pourquoi telle affaire? Ah, ben, c'est vrai, je le sais pas. Bon, pas grave. Mais à un moment donné, tu vas le comprendre. C'est un cheminement qui est lent. C'est facile, l'évolution. Mais l'homme, il choisit le chemin le plus dur parce que l'homme, il est pressé. Je disais ça, justement, vendredi dernier, c'est que Dieu a créé le temps, peut-être, mais l'homme a créé la hâte. Hein? Alors, il faut prendre notre temps. Puis, c'était pas sa fonction de parler des plans supérieurs. C'était vraiment d'apprendre à l'humain. Moi, je vois l'humain comme une maison. T'as une maison, tu sais, comme un dessin d'enfant, là. Une maison, t'as 4 côtés. T'as le carré, qui est les 4 plans inférieurs, puis t'as le toit, avec les 3 plans supérieurs, qui sont les principes universels. Il y en a un qui t'explique le toit, puis t'en as un qui t'explique la maison. Il y en a un qui te permet de comprendre tes fondations pour les rendre solides, pour être capable de recevoir, finalement, toi. Qui est pas toi, mais qui est pas mal plus toi que toi, tel que tu t'expérimentes à travers le jeu dans ta tête, qui est une force pensante, finalement. Mais dont les principes sont occultés. En français, on appelle ça le toi. Ouais, c'est ça. Le moi, c'est la maison. Le toi. Et le soi, c'est le soleil. C'est ça. Parce que dessin d'enfant, t'as toujours ça, puis il te manque un arbre à côté, là, avec, mais c'est bon, ton image. C'est le carré, c'est le triangle, la pyramide, et puis c'est le cercle, ou la sphère, le soleil, et on arrive à créer, les trois niveaux de l'être, qui soit à la source, qui soit le toi, le moi qui est là. Alors, le soi qui est supérieur à tout le reste. Le soi, c'est supposé être l'idéal d'être. On le projette un peu à l'extérieur du moi et du toi. C'est ça. Et quand il faut vous voyez quelqu'un, on veut vous voyez quelqu'un. On se demande, vous n'êtes pas nombreux pourtant, vous êtes juste un.
mais vous voulez que je vous dise vous? En anglais, ça passe bien, c'est you and you. You, tu, ou you, vous. Mais là, c'est justement, c'est ça, il y a quelque chose de plus que ce qu'on est, l'animal. Ça, c'est tellement, ça nous choque dans notre ego de voir qu'on est quand même un animal qui a besoin de se reproduire, qui a besoin de manger, qui a besoin d'excréter, qui a besoin de respirer, qui a besoin des besoins animaux sont toujours là. C'est pour ça que les grands sages, quand ils atteignent un certain état de samadhi, ils vont être capables de ne pas manger longtemps, d'à peine boire un peu. Il y a des chrétiens qui ont réussi à faire la même chose. Ils étaient nourris par une hostie le matin, puis ils buvaient de l'eau. Point. C'est tout. Ouais. Et ils ont vécu des gars qui ont vécu des souffrances inutiles. Si on regarde les gens qui ont été, comment tu appelles ça, stigmates, oui. Ça avait pas l'air le fun de vivre leur vie. Tu sais, je veux dire, la religion, ça l'a permis des grandes choses. Honnêtement, moi, j'ai beaucoup de respect. Contrairement à beaucoup de gens dans cette sphère-là, je pense que la religion, c'est quelque chose qui se doit d'être démystifié puis d'être compris dans son intégralité. Parce que, comme j'expliquais plus tôt, la religion explique l'histoire de la religion explique collectivement l'histoire de l'individualisation. Puis, si tu me permets de continuer sur cette lancée-là, je te l'expliquerai plus tard. Mais le point que je veux en faire, c'est que ces gens-là, ils se sont pas fiés à leur lumière interne, ils ont vécu sur l'énergie que les égrégores religieux, finalement, ont réussi à accumuler quand les gens se branchaient là-dessus. Tandis que nous, dans un processus de conscience, on se crée, tu sais, comme le Nazaréen faisait quand il parlait de mon père. Lui, il s'était créé une forme là, qui était juste sa forme à lui, puis il faisait descendre l'énergie à travers cette forme-là. Comme quand que Bernard dit eux autres, il disait ça m'a dit, justement. Il me parle. Ouais, il disait ça, des fois, il me parle. Il me parle, ouais, c'est ça. Mais tu sais, je pense que c'était une façon pour lui d'expliquer à travers des mots ce qu'il captait dans l'énergie, parce que si on est attentif, ce que Bernard exprime, c'est énormément énergétique. C'est pas mal clair? J'entendais des échos de Daniel Kemp dans tes paroles, même dans la structure de tes phrases. Vraiment, là, c'était presque du copier-coller de la manière que Daniel Kemp parle. Pour vrai? Ah, vraiment, vraiment, oui. Je me rends même pas compte. Moi, c'est juste que plus là que dans le verbe de Bernard. C'était plus la structure de Daniel Kemp, c'est sa façon de parler, de s'exprimer puis de dire des choses. Et c'est adapté à aujourd'hui, c'est bien. C'est bon. Ouais, ben tu sais, quand je l'ai écouté pour les premières fois, je me suis beaucoup reconnu dans sa façon d'expliquer les choses parce que, tu sais, il amène des exemples, il fait sûr tu sais, il va aller chercher quelque chose, après ça, il le ramène pour être capable de le simplifier, pour qu'on le comprenne, pour être sûr qu'il n'y a pas de malentendu. Oui. Ça, je trouve que c'est quand même bon parce que ce que j'ai remarqué, c'est que Bernard, comme il baptise, comme il astralise sa parole, autrement dit, qu'il va la parler d'une shot puis qu'il va la laisser comme ça, les gens, ça laisse la matière à interprétation, même s'il dit que non. C'est ça, tu sais, Bernard, il dit des choses, mais il fait exprès, là, justement pour mettre le monde dans des pièges, pour les pousser à être en initiation, tandis que, justement, Kemp, lui, il apprenait plus aux gens à vivre puis à s'habiter correctement au lieu de dénoncer des entités puis des choses comme ça. Tu sais, c'est deux méthodologies qui sont complètement différentes, mais qui amènent au même résultat, genre. Puis, moi, j'ai trouvé ça intéressant d'être capable de pouvoir vulgariser la patente parce que maintenant, moi, je suis capable d'en parler avec n'importe qui, tu sais. À leur niveau, je suis capable d'avoir une conversation au niveau psychologique puis parler quand même à travers mon intelligence puis de me faire comprendre, même si la plupart du temps, je vois que les gens, ils saisissent pas nécessairement, mais il y a quand même plus d'ouverture à parler avec tout le monde, de tout et de rien, que si j'arrivais en parlant de plan morontiel, puis de double, puis de ci, puis de ça, quand, de toute façon, c'est un langage codé, tu sais. Bon. C'est ça. Ben là, ça rappe. Ouais. Ouais. Bon. OK. Cool. C'est de discerner ce qui est illusion et ce qui est réel. Parce que je crois que la base de toute évolution, de tout changement, c'est premièrement de travailler sur un chemin qui est réel, donc de discerner les illusions de la réalité. Présentement, on est tous les deux ici, c'est une réalité.
Mais tout ce qui se passe à l'extérieur, tout ce qui pourrait se passer, qui est un futur probable, ou tout ce qui s'est déjà passé, ne change rien au fait qu'on est ici. Non, mais là, maintenant qu'on se voit à la télévision, que des gens nous voient à la télévision, on n'est déjà plus ici. C'est-à-dire que toi et moi, on est ici, on reste ici. Ces personnes-là nous voient à la télévision. Pour eux, c'est une réalité, pas pour nous. Nous, on est ici. Nous, on n'est plus ici, au moment où les gens nous voient à la télévision. Ah, OK, d'accord, mais présentement, quand je parle, nous, on est ici. Au moment où je parle. Donc, qu'est-ce qui est la réalité, qu'est-ce qui est l'illusion, et comment discerner la réalité de l'illusion? Bon. Pour l'individu, il ne faut pas que cette personne essaie de trouver la réalité pour la masse. La réalité, elle est individuelle à chacun. C'est la même réalité, c'est possible. Sauf que si on veut l'étendre à la masse, bien, sur le moment, par exemple, moi, je suis ici avec toi. Alors, de dire que 1 million de personnes vivent à peu près le même genre de vie que nous autres, c'est pas vrai. Parce qu'ici, il y a juste toi et moi. Donc, pour moi, ma réalité, je suis ici. Pour un autre, c'est ses affaires à lui. Mais je ne vais pas à m'en occuper. Qu'est-ce qui vous dit qu'on n'est pas, justement, témoin d'une action ou d'une pièce de théâtre qui se joue sur la terre et notre esprit, que d'autres appelleront notre âme, vient voir et joue un rôle le temps qu'on vit notre vie. Donc, on n'est même pas à vivre réellement, mais on est là à témoigner. Bon, ça c'est l'intellect d'une personne qui parle, qui essaie de juger, de placer, de tourner, d'adapter pour pouvoir comprendre ou pour pouvoir se sécuriser. Bon, l'intellect, c'est ce qui essaie de tout chambarder, de tout comprendre, de ressasser ce que la mémoire lui a donné. D'accord? Si on parle de réalité, je vais donc devoir définir un peu ce qu'est la pensée. Une personne qui n'a aucune mémoire ne peut pas penser. Alors, si je vous dis quelque chose, vous ne pouvez même pas rien y rajouter, vous l'avez déjà oublié. Alors, vous ne pouvez pas penser, vous ne pouvez pas parler, vous ne pouvez pas construire, rien à faire. Donc, il vous faut la mémoire pour pouvoir penser. Donc, votre pensée, elle est tributaire de votre mémoire. Votre mémoire est une condition sine qua non pour avoir une pensée. Mais la mémoire emmagasine des choses qui n'existent plus. Les choses sont passées. Donc, la mémoire emmagasine des choses qui sont mortes. Donc, la mémoire est morte. Ce que j'entends par mort, c'est que moi, je suis réel, je me sens présentement, je dis que je vis. Mais que j'ai vécu, ça c'est mort. La mémoire, c'est une chose qui est morte, et votre pensée tire son existence de cette mémoire. Donc, votre pensée aussi est morte. D'accord? Si vous pensez, quel que soit, n'importe comment, de toute façon, vous déformez. Par contre, moi, je ne pense pas, je vis. Certaines fois, j'ai des problèmes que je veux résoudre. J'ai beau y réfléchir, j'ai jamais eu à m'adapter à ce problème-là. J'ai beau essayer d'y réfléchir, je trouve aucune solution. Tout d'un coup, j'arrête de penser, j'observe. Et là, pouf, ah ben c'est niaiseux, bon, la solution, je l'ai. Ça, c'est ce que certains vont appeler être en contact avec son âme, ou laisser s'exprimer en nous l'intelligence active. Mais ce n'est pas la pensée. Alors, si tu réussis à laisser ton âme, enfin, s'exprimer à l'intérieur de toi, tu ne te demanderas pas si tu es ici, ou si tu es ailleurs, ou si tu pourrais être là, ou si... Non, tu ne te poseras pas de questions. Ça, c'est ta pensée qui se pose des questions parce qu'elle n'a pas la réponse. Et tant qu'elle va occuper l'emplacement de l'âme, l'âme ne peut pas pénétrer. Alors, la réalité, comme je te dis, c'est élimine la pensée, élimine la mémoire, vis réellement. Le moment présent. Exact. Au millionième de milliardième de millionième de seconde. Merci, Daniel Kahn. Je vous rappelle que la production de nos vidéos rendières du samedi soir est possible grâce à la collaboration financière de nos abonnés au club créé à l'adresse orandia.ca. En faisant un tour rapide
depuis le mois d'octobre, nous avons des retards dans les productions, 3 heures minimum par mois. Dans le Club Créé, encore une vidéo de 2 dans 1 qui n'est pas terminée, mais les 2 autres y sont. Au mois de novembre, tout ce qui a été annoncé est déjà disponible. Vous remarquez qu'il y a une conférence de Bernard de Montréal à chaque mois. Pour le mois de décembre, il y a bien sûr nos rencontres avec les néotypiques du Québec. Et au mois de janvier, déjà 3 vidéos annoncées, 3 heures supplémentaires aux Vidéorandia du samedi soir. Bienvenue dans le Club Créé. Ne manquez pas de lire le complément surprenant de Gilles Surprenant pour 2024. Et oui, il est toujours au poste depuis 2010. À toutes les nuits après la diffusion en première de notre Vidéorandia, Gilles ajoute des informations textuelles, visuelles, des liens sur Internet qui apportent un complément indispensable. C'est presque 90% de plus d'informations que ce qu'on retrouve dans le Vidéorandia, ainsi à toutes les nuits. Et voici une annonce tout à fait spéciale. Pour la première fois, je participerai à une émission vidéo avec M. Pierre Iopel, diffusion BDM International. Vous connaissez maintenant. Alors oui, samedi prochain, samedi le 20 janvier 2024, à 14h l'après-midi, nous serons sur YouTube en direct, live stream, comme on dit dans le jargon. Alors, ce sera une belle rencontre qui sera peut-être le sujet de l'émission de la semaine prochaine aussi. 2 heures et période de questions avec vous, le public. Merci d'être abonné au Club Créé et un pouce par en haut, toujours très apprécié de la part de toute notre équipe. Voici maintenant des suggestions en rapport avec le contenu de ce qu'on a entendu aujourd'hui. Bien spécial, n'est-ce pas? Bonne semaine et au plaisir de vous lire sous le Vidéorandia dans les commentaires. À bientôt.